Le vibreur de mon téléphone m'a arraché au sommeil à 3h moins le quart du matin. Ce n'était pas le son habituel d'un message ou d'un appel. C'était différent, comme une alerte de sécurité. À moitié endormie, j'ai failli l'ignorer. Mais quelque chose m'a poussé à y regarder de plus près. La notification venait d'un processus en arrière-plan que je ne reconnaissais même pas. On pouvait y lire « Alerte, accès route accordé. Je m'appelle Élodie. » Et ce message fut le début de la fin de ma vie prétendument normale. Je me suis redressée lentement, en prenant soin de ne pas déranger Mathieu. Il dormait profondément à côté de moi, le dos tourné, comme toutes les nuits ces derniers temps. La lumière bleue de mon téléphone illuminait la pièce, faisant danser des formes étranges sur les murs, tandis que je réalisais que la brèche ne venait pas de l'extérieur. Elle venait de lui. Je n'ai pas eu de haut le cœur. Je ne l'ai pas secoué pour exiger des réponses. La panique, c'est pour ceux qui ne comprennent pas les données. Je me suis simplement glissée hors du lit, mes pieds nus silencieux sur le parquet froid de notre penthouse parisien, et j'ai marché jusqu'au salon où la pluie brouillait déjà les lumières de la ville contre les baies vitrées. Je me suis assise dans le noir et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran s'est allumé, éclairant le reflet d'une femme que Mathieu ne connaît pas vraiment. Mathieu pense que je suis une femme trophée. Il pense que je passe mes journées à faire du shopping et mes nuits à attendre qu'il rentre de ses réunions d'investissement. Il pense que l'héritage que j'ai touché n'est qu'un coup de chance que je suis incapable de gérer. Ça l'arrange. Ça lui donne le sentiment d'être grand, d'être le pilier, le génie, l'homme de la situation. Il n'a aucune idée qu'avant d'être sa femme, j'étais experte comptable judiciaire pour la brigade financière. Il n'a aucune idée que j'ai passé 10 ans à traquer des cartels et des détournements de fonds à travers des sociétés, écrans au Caïman. Il pense que je suis nulle avec les chiffres parce que je le laisse gérer le budget du ménage. Je le laisse corriger mes calculs lors des dîners entre amis parce que ça flatte son ego. Mais cette nuit, cette sous-estimation allait causer sa chute. J'ai déchiffré le code de l'intrusion en 30 secondes. Ce n'était pas un simple tracker. C'était un enregistreur de frappe, sophistiqué et vicieux, conçu pour contourner la sécurité biométrique des applications bancaires, et il envoyait des paquets de données vers un serveur distant masqué par un VPN. J'ai regardé la porte de la chambre. Mathieu ronflait. Le son était rythmé, inconscient. L'homme que j'avais épousé, l'homme qui me traitait comme un joli accessoire à poser sur une étagère, essayait de me pirater. Il cherchait le compte que je gardais à part, l'héritage secret qui, selon lui, contenait 750 000 €. Il était obsédé par cet argent depuis des mois, faisant des commentaires subtils sur la baisse des marchés, le retard de sa prime, notre besoin de liquidité. J'aurais pu le bloquer sur le champ. J'aurais pu griller son téléphone avec un contre-script ou appeler la police. Mais dans mon métier, on n'arrête pas le suspect quand il fait du repérage. On attend qu'il soit à l'intérieur du coffre. On attend qu'il ait le butin entre les mains. Je n'ai pas pleuré. Les larmes ne sont que de mauvaises données dans un audit. Elles brouillent les pistes. Au lieu de cela, j'ai ressenti une clarté froide et tranchante. Si Mathieu voulait jouer au vol numérique, il avait gravement mésestimé son adversaire. J'ai ouvert le terminal de mon ordinateur, tapé une chaîne de commandes et appuyé sur Entrée. Je n'ai pas bloqué l'accès. Je lui ai ouvert un boulevard. Je me suis assurée que lorsqu'il toucherait la poignée de la porte, elle tournerait. Le matin à Paris, c'est juste 50 nuances de gris qui se pressent contre les vitres, mais à l'intérieur du penthouse, l'air était vif, imprégné d'une odeur de café torréfié et de parfums de luxe. Je me tenais près de l'îlot en marbre, appuyant sur le bouton de la machine à expresso, regardant le liquide sombre s'égoutter dans la tasse. Une scène domestique parfaite pour un magazine. La femme dévouée préparant le café pour le mari qui a réussi. Mathieu est entré, ajustant sa cravate en soie dans le reflet du micro-ondes. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé son propre reflet. C'était sa relation principale. En réalité, je n'étais qu'un élément de l'éclairage de fond. Il a pris la tasse sans dire merci. Il a bu une gorgée et a grimacé légèrement, comme si la température était un affront personnel à sa dignité. Il m'a dit qu'il partait pour Genève quelques jours. Un week-end entre mecs, du réseautage, des tables à hauts enjeux. Je savais qu'il avait rendez-vous avec une femme nommée Chloé, mais j'ai hoché la tête et joué mon rôle. Je lui ai demandé s'il avait pris ses boutons de manchette porte-bonheur, puis est venu le sermon. Ça faisait partie du rituel. Il a sorti son portefeuille et a fait glisser une carte de crédit sur le comptoir. Il m'a dit de m'amuser pendant son absence, mais pas trop. Il m'a rappelé que les marchés étaient volatiles. Il m'a dit que je ne comprendrais pas les complexités de ce qui se passait avec le yen.
donc je devais simplement m'en tenir à mon budget. Il m'a tapoté la joue. Un geste qui ressemblait moins à de l'affection qu'à de la possession. Les gens demandent toujours pourquoi les femmes restent. Pourquoi une experte comptable judiciaire, quelqu'un d'entraîné à repérer un mensonge dans une pile de 10 000 factures, laisserait un homme la traiter comme une enfant pendant 5 ans. Il suppose que la maltraitance est toujours une explosion bruyante. Mais dans mon métier, je sais que la fraude la plus réussie n'est pas un braquage de banque. C'est l'écrémage. C'est la fraction de centimes prélevée sur chaque transaction, si petite que vous ne la remarquez pas jusqu'à ce que vous soyez en faillite. C'est ce que Mathieu faisait. C'est le piège de la normalisation de la cruauté. Ça n'a pas commencé avec sa tentative de pirater mes comptes. Ça a commencé avec lui vérifiant les tickets de caisse en soupirant. Ça a commencé avec lui riant de mon opinion sur les taux d'intérêt lors de dîners, disant à nos amis que j'étais adorable mais confuse. Ça a commencé avec lui prenant le contrôle des finances du ménage parce qu'il disait que ça ne ferait que me stresser. Lentement, méthodiquement, il a ajusté mon seuil de ce qui était acceptable. Il a créé une réalité où il était le génie financier, et j'étais l'heureuse bénéficiaire de son brio. L'ironie, la sombre et hilarante ironie, c'est que Mathieu était un investisseur exécrable. Il était impulsif et arrogant. Il y a 2 ans, il a perdu 180 000 € sur une start-up technologique qui n'existait pas. Il allait perdre son emploi. Il allait perdre sa réputation. Je ne lui ai pas dit que je savais. J'ai simplement liquidé une partie de ma fiducie en silence, l'ai fait transiter par 3 sociétés, écran pour que ça ressemble à des honoraires de clients, et j'ai comblé le trou dans ses comptes, je l'ai sauvé. Je l'ai laissé garder son ego parce que je pensais que c'était ce qu'une bonne épouse faisait. Je pensais que si je le réparais, il finirait par m'estimer à ma juste valeur. Mais on ne peut pas auditer un narcissique. On ne peut que liquider l'actif. Je l'ai regardé finir son café. Il a vérifié sa montre, la Rolex que je lui avais offerte pour son anniversaire, et a attrapé sa mallette. Il m'a embrassé sur le front, ignorant complètement la froide détermination dans mes yeux. Il m'a dit d'être sage. Il est sorti, se prenant pour le maître de l'univers. Il n'avait aucune idée qu'il entrait dans un combat en cage avec une lionne, et qu'il venait d'apporter un sandwich au jambon. Le silence dans le penthouse était lourd après le départ de Mathieu, brisé seulement par le ronronnement du rack de serveur que Léa avait installé dans ce qui devait être le placard des invités. Ma fille est sortie de sa chambre, non pas dans son sweat à capuche habituel, mais en jean, et avec un t-shirt où il était écrit fois « I accept cookies ». Elle ne tenait pas une manette, mais une tablette, ses yeux suivant des flux de code qui défilaient plus vite que la plupart des gens ne pouvaient lire. « Il est à Roissy », dit-elle, sa voix dépourvue de l'intonation adolescente habituelle. Le GPS confirme qu'il est au salon Air France. L'interface est prête ? Demanda-je en me dirigeant vers l'îlot de la cuisine où mon ordinateur portable était déjà ouvert. Le coffre est en ligne, répondit Léa. Il imite parfaitement son application bancaire. La biométrie est usurpée. L'authentification à 2 facteurs est routée vers un numéro factice. Il va voir exactement ce qu'il veut voir. Ce n'était pas seulement du code, c'était de l'art. Léa avait construit un écosystème financier complet, un bac à sable. Il avait l'air réel, donnait une impression de réalité et réagissait comme une vraie banque. Mais chaque euro à l'intérieur n'était que des confettis numériques. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Mathieu. J'ai répondu, modulant ma voix sur ce registre parfait d'inquiétude et de naïveté qui l'attendait. « Salut chérie. Tu as passé la sécurité sans problème ? » « Ouais, ça va, » dit Mathieu essoufflé. Je pouvais entendre le bruit de fond du terminal. Il semblait euphorique, presque maniaque, le shoot de dopamine du parieur. « Écoute, Élodie, je voulais juste te rappeler pour le budget pendant mon absence. Ne va pas flamber ton argent sur l'avenue Montaigne, d'accord ? On a besoin de liquidité. » « Je sais, Mathieu. Je ferai attention. » « Bien. Sois sage. Je dois y aller. » L'embarquement commence. Il a raccroché. 30 secondes plus tard, une alerte rouge a clignoté sur la tablette de Léa. Tentative de connexion. Utilisateur admin. Adresse IP. Aéroport Charles de Gaulle. « Il est dedans, » murmura Léa. Nous avons regardé l'écran. C'était comme observer un fantôme se déplacer dans la machine. Mathieu a navigué directement vers l'onglet caché intitulé « Fiducie familiale, restreint ». Il n'a pas hésité. Il a entré le code de contournement qu'il avait volé dans le tiroir de mon bureau 3 semaines plus tôt. Il a vu le solde. 750 000 €. Je pouvais presque sentir son pouls s'accélérer de l'autre côté de la ville. C'était sa dissonance cognitive en temps réel.
Il volait sa femme, drainait sa sécurité, trahissait sa confiance, et pourtant dans son esprit, il était le héros. Il corrigeait une erreur. « Je le mérite », se disait-il. « Elle ne sait pas quoi faire avec un tel capital. Il dort. Je peux le doubler. Je ne fais que l'emprunter. Elle a de la chance que je prenne les choses en main. » Il a initié le virement. Destination: Apex Global Holdings, S.A. Une société écran dans les îles Vierges britanniques. Il ne ressentait aucune culpabilité. Il ressentait un droit. Il se sentait intelligent. « Virement en cours », dit Léa. « On autorise ?» J'ai regardé l'écran. C'était le point de non-retour. Une fois que cet argent bougerait, même si c'était de l'argent factice, l'intention était solidifiée. Le crime était commis. « Autorise », dis-je. Léa a tapé sur l'écran. Virement effectué. Dans le salon de l'aéroport, Mathieu devait probablement expirer, pensant qu'il venait de réussir le casse du siècle. Il a envoyé un SMS un instant plus tard. Pas à moi. À un numéro enregistré sous le nom de chauffagiste. C'est fait. On est riche. J'ai regardé Léa. Elle ne souriait pas. Elle enregistrait les paquets de données. On l'a eu, maman. Pas encore, dis-je en prenant mon téléphone pour composer un numéro que je n'avais pas utilisé depuis 5 ans. Maintenant, on referme la cage. La pièce ne ressemblait plus à une maison. Elle ressemblait à une salle de guerre. Léa avait projeté l'affichage de sa tablette sur l'écran de 60 pouces du salon. Des flots de code dévalaient, vert sur fond noir, hypnotique et terrifiant. Il déplace les actifs, dit Léa, ses doigts volant sur un clavier mécanique qu'elle avait sorti de son sac à dos. Il divise la somme en 4 tranches pour éviter les alertes immédiates. Malin, mais prévisible. Je regardais les chiffres se vider du compte à l'écran. Fiducie familiale, restreint. Solde, 0. La charge utile est active, demandai-je. Active et intégrée, répondit Léa. Au moment où il a accepté le virement, il a téléchargé le paquet. C'est un rootkit. Il est en train de crawler son appareil en ce moment même. C'était là toute la beauté du piège. L'argent que Mathieu avait volé était faux, un mirage numérique hébergé sur un serveur privé que Léa avait construit pour son projet de fin d'études en cybersécurité avancée. C'était un bac à sable, un environnement fermé conçu pour simuler des transactions financières pour la formation forensique. Mais le logiciel malveillant attaché à la transaction était bien réel. En acceptant l'argent, Mathieu nous avait donné un accès administrateur à son téléphone, son ordinateur portable et à chaque compte cloud synchronisé avec son profil biométrique. « Je suis dans ses emails », dit Léa. « Je suis dans ses messageries chiffrées. Je suis dans son portail bancaire offshore. Aspire tout, dis-je. Chaque transaction, chaque communication client, chaque registre caché. Pendant que Léa récoltait les données, j'ai pris mon téléphone. J'ai composé un numéro qui n'était pas dans mes contacts, un numéro que j'avais mémorisé. « Luc », dis-je quand il a répondu. « Élodie », la voix à l'autre bout du fil était graveleuse, familière. Luc était un consultant en cybersécurité qui travaillait avec la brigade financière. Nous avions travaillé sur 3 affaires ensemble à l'époque. Ça fait un bail. Tu sors de ta retraite ? J'ai un tuyau, dis-je. Détournement de fonds à haut niveau. Fraude sur les valeurs mobilières. Escroquerie. Et j'ai l'empreinte numérique. Qui est la cible ? Mathieu Delcourt, mon mari. Il y eut une pause. Puis, Luc laissa échapper un sifflement bas. T'es sûr de ton coup, Hello ? Il vient d'essayer de me voler 750 000 €, dis-je, ma voix neutre. Mais il a accidentellement autorisé un audit forensique complet sur lui-même. Je t'envoie le dossier maintenant. Léa a appuyé sur une touche. Exportation des données terminée. Les fichiers ont volé à travers le canal crypté jusqu'à Luc. Il n'y avait pas seulement la tentative de vol à mon encontre. Il y avait tout. Le système de Ponzi que Mathieu gérait depuis 3 ans. Les fonds des clients qu'il écrémait pour payer ses dettes de jeu. Les sociétés, écrans, la maîtresse payée comme consultante. C'était une feuille de route pour la prison. « Je le vois », dit Luc, son ton devenant professionnel et urgent. « C'est exhaustif. On va avoir besoin d'un mandat pour agir rapidement. »« Tu n'as pas besoin d'un mandat pour l'appareil, » dis-je. « C'est un bien commun. Et il a utilisé mon réseau domestique pour commettre le crime. Je te donne mon consentement. »« Compris, » dit Luc. « Ne bouge pas. Ne lui fais pas savoir que tu sais. On a besoin qu'il se sente en sécurité jusqu'à son atterrissage. »« Il se sent en sécurité, » dis-je en regardant le solde vide à l'écran. « Il pense qu'il vient de gagner au loto. » J'ai raccroché. J'ai regardé Léa. Elle n'était pas seulement ma fille à ce moment-là, elle était ma partenaire. Elle avait pris les outils de sa génération,
le code, la connectivité, la fluidité numérique, et les avait transformés en armes contre un homme qui pensait dominer le monde parce qu'il portait un costume. « Il va revenir en se pavanant, » dit Léa. « Qu'il le fasse, » répondis-je. Plus il se pavane, plus dure sera la chute. 3 jours plus tard, Mathieu est revenu. Il a franchi la porte avec le genre de bronzage qu'on obtient qu'en skiant en haute altitude, et le genre d'arrogance qu'on a que lorsqu'on pense avoir commis le crime parfait. Il a jeté son sac en cuir sur le canapé, ignorant qu'il entrait sur une scène de crime qui avait déjà été analysée. « Chérie, je suis rentrée !» lança-t-il, sa voix résonnant. J'étais assise dans le fauteuil face à la porte. Je ne lisais pas. Je n'étais pas sur mon ordinateur. J'attendais, simplement. « Je t'ai manqué ?» demanda-t-il en desserrant sa cravate. Il se dirigea vers le bar et se servit un scotch. Il ne m'en proposa pas. Genève a été profitable, très profitable. J'imagine, dis-je. Ma voix était calme, presque lasse. Il se retourna, faisant tourner le liquide ambré dans son verre. Il me regarda vraiment, pour la première fois depuis des mois. Mais il ne voyait pas sa femme. Il voyait une cible. Il voyait la personne qu'il avait dupée. Il s'approcha, un sourire narquois aux lèvres. « Tu sais, Élodie, » dit-il en prenant une gorgée, « je pensais à toi pendant mon absence. Je pensais à combien tu aimes tes petites applications, ton shopping, tes distractions. » Il se pencha. Je pouvais sentir l'odeur du scotch sur son haleine. Et je dois dire, j'ai vraiment pris plaisir à dépenser tes 750 000 €. La voilà. La confession. La vantardise. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Il avait besoin que je sache qu'il avait gagné, même s'il me pensait trop stupide pour comprendre comment. Je l'ai regardé dans les yeux. Et puis j'ai commencé à rire. Ce n'était pas un rire nerveux, ni un rire hystérique. C'était un son froid, bas, terrifiant, qui semblait aspirer l'air de la pièce. Mathieu fronça les sourcils. Il recula d'un pas. « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? Toi, dis-je en me levant. Tu te crois si malin, Mathieu. Tu penses jouer aux échecs en 3D pendant que nous autres jouons aux dames. Mais tu n'as pas vérifié l'échiquier. De quoi tu parles ? Vérifie ton compte en banque, dis-je. Quoi ? Vérifie ton compte. Celui offshore, Apex Global Holdings. Son visage se figea. L'arrogance s'estompa, remplacée par une lueur de peur authentique. Il chercha son téléphone en tâtonnant. Il ouvrit l'application. Il tapa sur l'écran d'un doigt tremblant. « Il est vide », dis-je avant même qu'il ait pu charger la page, parce que l'argent n'a jamais existé. Il fixa l'écran. « Solde, 0, ce n'est pas possible », balbutia-t-il. « J'ai vu le virement. J'ai vu la confirmation. Tu as vu une simulation », dis-je en m'approchant. « Tu as braqué un bac à sable, Mathieu. Tu as piraté un jeu vidéo que ma fille de 16 ans a codé pour un projet scolaire. » Léa entra dans la pièce à ce moment-là. Elle se tint à côté de moi, les bras croisés, regardant son père avec le détachement froid d'une scientifique observant un rat de laboratoire. « Et en acceptant le virement, » ajouta Léa, « tu as installé un rootkit sur ton appareil. Ça nous a tout donné. Ta liste de clients, tes registres cachés, ton système de Ponzi. » Mathieu nous regarda, Léa et moi. Son visage était exsangue. Il laissa tomber son téléphone. Il claqua sur le parquet, un morceau de verre et de métal inutile. « Tu as autorisé un audit forensique sur toi-même, » murmurai-je. Et les résultats sont tombés. C'était la justice karmique dans sa forme la plus pure. Il avait essayé de voler mon avenir pour couvrir ses crimes, et ce faisant, il m'avait livré les preuves pour l'enterrer. La victoire qu'il célébrait était en fait sa notice nécrologique. La sonnette ne retentit pas comme celle d'un invité. Elle sonna comme une convocation. Mathieu sursauta, ses yeux allant de l'entrée à l'écran vide de son téléphone, puis de nouveau vers moi. Il me regarda, suppliant, cherchant la femme qui réparait ses erreurs. « Élodie, dis-leur, » murmura-t-il, la voix brisée. « Dis-leur que c'était un test. Dis-leur que je testais juste le système. C'était un test, Mathieu, » dis-je sans bouger. « Et tu as échoué. » Je me suis dirigée vers la porte et j'ai ouvert. Luc se tenait là, flanqué de 4 agents en blouson. Il ne ressemblait pas à un vieil ami ce soir. Il ressemblait au marteau de la justice. « Mathieu Delcourt », dit Luc, en entrant dans le vestibule. « J'ai un mandat d'arrêt pour escroquerie, fraude sur les valeurs mobilières et détournement de fonds. » Mathieu recula en titubant, renversant le bar. Le cristal se brisa sur le sol,
mille éclats de la vie qu'il pensait posséder. C'est une erreur. Ma femme. Elle peut tout expliquer. C'est un malentendu. Il n'y a aucun malentendu, dit Luc en faisant signe aux agents. Ils s'avancèrent avec une efficacité routinière. On a les logs, Mathieu. On a la liste des clients. On sait pour les 10 à 8 millions d'euros que tu as écrémé des fonds de pension. On sait pour les sociétés, écran. Alors qu'il lui passait les menottes, Mathieu me regarda. L'arrogance avait disparu, remplacée par le regard terrifié d'un homme qui réalise qu'il va mourir en cage. Élodie, s'il te plaît. J'ai fait ça pour nous. Je voulais qu'on ait tout. Je m'approchais de lui. Je ne ressentais pas de tristesse, ni de colère. Je ressentais le soulagement de clore un dossier ouvert depuis trop longtemps. Tu n'as pas fait ça pour nous, dis-je calmement. Tu l'as fait parce que tu te croyais plus malin que tout le monde. Tu pensais que j'étais juste une fille à chiffres qui ne remarquerait pas que les comptes n'étaient pas bons. J'ai sorti un simple morceau de papier de ma poche. Ce n'était pas une lettre d'amour, ni des papiers de divorce. C'était une impression du code du rootkit que Léa avait écrit. Je l'ai glissé dans la poche de sa veste. Tu as toujours dit que j'étais nulle en placement, Mathieu, dis-je. Mais je crois que c'est toi qui as mal calculé le risque. Les agents l'ont emmené. Il n'a pas résisté. Il s'est juste affaissé, un costume vide de l'homme qui le portait. La porte s'est refermée, et le silence qui a rempli le penthouse n'était plus oppressant. C'était le son d'un bilan qui, enfin, tombait à zéro. 6 mois plus tard, le penthouse s'est vendu au prix demandé. Je n'en voulais plus. Il sentait le parfum de luxe et les mensonges. Léa et moi avons emménagé dans une maison de ville dans le Marais. C'est plus petit, les parquets grincent, mais c'est chaleureux, et c'est à nous. J'ai ouvert mon propre cabinet la semaine dernière. Delcourt, associé, expertise comptable judiciaire. Je ne cache plus mes compétences. Je ne diminue plus ma lumière pour qu'un homme se sente plus brillant. Léa regarde déjà les universités avec les meilleurs programmes de cybersécurité. Elle n'est plus seulement une gameuse, c'est une gardienne. Ce matin, nous étions assises sur le balcon, à regarder la pluie. J'ai ouvert l'application Le Coffre sur ma tablette, la simulation par laquelle tout a commencé. « Tu veux garder le code source ?» demanda Léa en sirotant son thé. J'ai regardé le profil utilisateur intitulé « Admin, Mathieu ». « Non », dis-je. « Supprime-le. » Léa a tapé sur l'écran. Utilisateur supprimé. L'argent sur ce compte n'a jamais été réel. Mais la liberté qu'il nous a achetée, elle vaut chaque centime.